Bien, merci pour toutes ces informations passionnantes et des analyses, en tout cas. On a 45 minutes devant nous pour profiter de la présence de Bruno pour qu'il aille encore plus loin de ce qu'il nous a dit. Je sais que c'est toujours frustrant quand on connaît bien un sujet d'essayer d'être concis. Donc j'ai trop parlé. La parole à ceux qui la veulent. Il y a un micro qui circule. Merci beaucoup. Moi, j'aurais quelques questions par rapport à votre propos. Le premier, c'est vous avez parlé à un moment de la liaison permanente entre Sankara et Compaoré. Et du coup, comme je ne connais pas l'histoire, j'étais très étonné puisque je croyais que Compaoré était quand même plus ou moins impliqué dans son meurtre. Et du coup, je voulais savoir comment ça s'était passé exactement, si à un moment donné ils avaient été amis, si Compaoré l'a trahi, s'ils appartenaient à peut-être des ordres de l'armée différents et antagonistes. Le rapport aux élections aussi de Thomas Sankara, donc naïvement, est-ce que les élections étaient toujours truquées ou est-ce que même si elles ne l'étaient pas, il y avait une position de principe contre cela puisque c'était le parti unique. Il y a aussi cet enjeu de l'isolement du Burkina Faso avec le Cuba qui subit l'embargo, la Libye qui est dans ses propres problèmes. Mais je me posais la question de l'Algérie. En tout cas au début des années 80, sauf si je me trompe totalement dans les dates, il y avait des médiennes. À un moment donné, il y avait un certain nombre de régions potentiellement amis, entre guillemets, dans la région ou dans d'autres pays qui peut-être auraient pu apporter un soutien financier, militaire ou autre. Et sur cet enjeu aussi du peuple fait armée, avec l'armée qui entraîne tout le monde au monument des armes, est-ce que c'était pour éviter des putschs, donc associer la population pour limiter au maximum les risques de putsch en interne, ou est-ce que c'était aussi parce qu'il y avait vraiment des risques d'agression de la part d'autres régimes et est-ce qu'il y avait vraiment des signaux clairs de peut-être la France qui voulait réenvahir le pays, comme ça arrivait par ailleurs, ou est-ce que c'était juste par idéologie et justement, dans le rapport à la France, est-ce que parce que là, c'est quand même, donc si j'ai bien compris, c'est un peu le monsieur France-Afrique de Mitterrand qui arrive en 83 et ça accélère l'arrestation de Sankara. Et nous, au PC, quelle était la position à cette époque-là? Parce que quand même, il y avait l'alliance plus ou moins objective, donc c'est un peu gênant d'entendre ça, comment ça s'est passé, et si on en sait quelque chose. Et est-ce qu'il y avait une position claire au sein du Parti communiste sur ces enjeux-là à ce moment-là? Voilà, bon, je m'arrête là, parce que sinon je vais Si quelqu'un d'autre veut poser aussi des questions, on va prendre tout les rassembler. Bonsoir. Je voulais savoir comment Sankara a été tué, parce que le moment que le Mali et le Burkina avaient fait la guerre, après Sankara n'était pas d'accord avec au fait Boigny. Est-ce que c'est au fait ou c'est Mitterrand? C'est ça que je voulais savoir, parce qu'à ce moment j'étais jeune, mais j'étais au courant de ce que Sankara faisait à l'époque, parce que c'était le président le plus actif de la sous-région en ce moment. Parce que toute la jeunesse, le Burkina, le Mali, tous ces États supportaient Sankara, il était plus aimé. Je ne sais pas, il a été tué par jalousie. Je veux le dire sans micro. Non, si.
Oui, la question que je voudrais poser est la suivante. Dans les quelques années qui ont suivi l'assassinat, il suffisait de se rendre à Ouaga et de discuter avec, disons, différentes sortes de personnes pour avoir un avis relativement unanime quant au sens qu'il fallait donner aux circonstances de l'assassinat. Bon, par la suite, avec plus Blaise assaillait son régime, et plus on a vu des sankaristes acharnés céder à ce qu'on appelle couramment au Burkina le besoin de bouffer, entre guillemets. C'est une expression bien connue là-bas. Donc, ce que je voudrais savoir maintenant, puisque j'ai un petit peu, disons, pris de la distance avec le Burkina depuis pas mal de temps, qu'est-ce qu'il reste vraiment du parti sankariste actuellement? Bon, allez, on fait une première série de réponses. Alors oui, Sankara et Compaoré étaient des vrais amis. Enfin, d'autres amis disent que c'était pas une amitié, disons qu'elle est plus tardive qu'un certain nombre, mais c'était des amis très proches. C'est Sankara qui a mis Compaoré à la tête des commandos quand il a été appelé à la gestion de l'État. Donc ils étaient très complémentaires, très liés. C'est une relation, bon, moi j'ai écrit la biographie, c'est une relation dont j'ai pas encore tous les contours, mais il y avait une espèce de complémentarité. Sankara est quelqu'un de très affable, très expansif, etc. Très agréable, et Compaoré était quelqu'un toujours en retrait, etc. Donc c'était des amis. Et donc il y a eu, bon, il faut dire qu'entre mai 83 et le 4 août, le pouvoir était à prendre. Il y avait une petite couche de l'armée en gros, il y avait quelques officiers qui... L'affrontement allait avoir lieu. Je vous ai dit qu'il y avait la population des villes était gagnée à la Révolution. La seule étape, c'était la dernière étape qu'il fallait, c'était celle qu'il devait y avoir au sein de l'armée, et c'est pour ça que ça a pris cette forme. Mais bon, il y avait tout un système. Parce que Compaoré aujourd'hui dit que c'est lui qui a fait la Révolution, hein, c'est pour établir un peu les choses. Donc c'est quand même Sankara qui pilotait la chose. C'est la tête, franchement, c'est la tête. Et bon, il y a eu des discussions jusqu'au dernier moment. Enfin, et Compaoré, lui, avait simplement réussi à fuir au moment où Sankara s'est fait arrêter. Il était au Bodio-Lasso, il a réussi à fuir et à rejoindre les commandos de Paume. Et donc, c'est créé tout de suite des liens, mais des liens entre militaires. Il y avait un système donc, de messagers qui s'envoyaient des messages. Il y a même des fois où Sankara arrivait à sortir. Il faut dire que le pouvoir était à prendre. Il arrivait à sortir et à aller discuter avec Blaise. C'est arrivé quelques fois. Enfin, il y a même officiellement une fois on leur a demandé. Donc on avait vraiment un pays. Moi-même, j'ai rencontré Sankara dans cette période. Je pensais, vous imaginez un Européen dans une telle situation, dans sa résidence surveillée, je pensais qu'on allait m'arrêter, mais il s'est strictement rien passé, ce qui est inimaginable. Vous imaginez, dans un pays, 15 jours après, il allait prendre le pouvoir. Enfin, tout le monde devait le savoir, sauf moi, qu'il allait prendre le pouvoir. Enfin, voilà. Alors, donc voilà. Donc, et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on revient sur l'assassinat. Compaoré est le personnage clé de ces assassinats. Et Houphouët-Boigny aussi. Et la France, s'appuyant sur Houphouët-Boigny pour faire le boulot, Houphouët-Boigny s'appuyant sur... C'est ce qu'on appelle la France-Afrique. Hein. La France-Afrique, c'est des réseaux, c'est des gens qui se connaissent, on se partage le boulot, etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé effectivement? Dès 85, Compaoré est présenté par, je ne sais plus par qui, à la droite française. Dès 1985. Je ne sais plus pour quelle raison, parce que Sankara avait trop confiance en lui, il l'envoyait et en France et en Côte d'Ivoire gérer les problèmes politiques. En 85 encore, Houphouët-Boigny lui trouve une femme, enfin, on va dire, Compaoré tombe amoureux d'une femme de l'entourage d'Houphouët-Boigny. Donc vous imaginez, moi avant le Burkina, je connaissais la Côte d'Ivoire, la bourgeoisie là-bas, c'est champagne à tous les repas. Hein, et cette fille-là, qui a été formée pour accueillir on dit entre nous, pour accueillir les dirigeants politiques, c'est ce qu'on appelle des hôtesses d'accueil qui sortent d'un lycée, etc., qui sont là pour rendre la vie agréable, etc. Donc cette femme-là, Blaise Compaoré tombe amoureuse d'elle, bon bah ça c'est la vie, mais on va dire le verre, je ne sais pas si le verre est enfoui, ou en tout cas on a la solution si on veut tuer Thomas Sankara. Et effectivement, qu'est-ce qui se passe? Blaise Compaoré n'arrête pas de faire l'aller-retour en Côte d'Ivoire, et Blaise Compaoré et Houphouët-Boigny arrosent le couple de cadeaux avec donc, et en plus une femme qui dit à Blaise Compaoré
Compaoré, probablement dans l'intimité, moi je ne vais pas bouffer du mil tous les midis, parce que Sankara, lui, on ne boit pas d'alcool, tout juste si on mange de la viande, voilà, moi, elle lui dit directement, et Blaise Compaoré, bon, et il y a évidemment un travail politique qui est fait en parallèle, enfin, un travail psychologique, tout ce que vous imaginez. Donc c'est pour en revenir à la question sur comment l'assassinat s'est fait, eh ben, ce sont en fait les hommes de Compaoré qui ont tué, ça pour l'apparence, ce sont les hommes de Compaoré qui ont tué Sankara, les membres du Commando dont il avait la charge depuis un certain temps, avec un personnage qui s'appelle Diendéré, qui aujourd'hui, enfin c'est des détails, donc voilà comment est mort Sankara. Mais il y a d'autres éléments qui arrivent maintenant, c'est la présence des Libériens. Il y a un documentaire italien donc, que vous pouvez voir sur le site, en tout cas il y a 7 minutes qui sont sous-titrés en français, où ces Libériens expliquent qu'ils étaient sur place, et qu'ils ont, il y en a même un qui dit que c'est Blaise Compaoré qui a tué Sankara, donc on peut, enfin, en tout cas l'investigation reste à faire sur cette question-là. En tout cas les Libériens disent qu'ils étaient là, et ça c'est confirmé, ils le disent eux-mêmes. Et pourquoi ils étaient là? Parce qu'il y avait, c'est l'assassinat de Sankara, comme dit François-Xavier Verschaft, qui va créer l'alliance qui va aller à l'assaut du Libéria, le pays où les diamants de sang, vous connaissez le film, souvent pour ceux, bon, il y a des diamants, il y a des richesses, des bandits, etc., tout ce que vous voulez, et il y a déjà Bolloré qui arrive à obtenir des concessions pour l'île de Palme, etc. Donc, et il y a cette alliance qui va se faire entre Houphouët-Boigny, qui est dans le coup, parce que lui, ça sera même le général Gay, qui est chargé d'aider Charles Taylor, les Libyens, Kadhafi, qui n'est pas content de Sankara, c'est des choses qu'il faudra éclaircir, et quand on sait que le chef des services secrets de Kadhafi est en Occident, on aimerait bien qu'il parle un petit peu, qu'il nous raconte ce qui se passe, mais probablement il est difficile à approcher. Et vous avez la France en seconde main, puisque, bon, l'autre fois j'entendais encore un journaliste qui expliquait, c'est pour vous dire que c'est quelque chose de mal connu, un journaliste qui expliquait, c'était un photographe, qui expliquait qu'il avait fait un reportage avec Charles Taylor, et que Charles Taylor aimait bien les Français parce qu'il savait que par derrière, ils soutenaient cette guerre civile. Vous savez que Charles Taylor, aujourd'hui, il est condamné à 50 ans de prison pour les exactions, coupage de bras, viol, enfants soldats, etc., pillage, trafic de tout ce que vous voulez, dans lequel Blaise Compaoré est lui-même impliqué, et il a été cité N fois dans le procès de Charles Taylor comme ayant lui-même trafiqué les diamants, fourni des armes, etc. Donc c'est cette alliance qui va tuer Sankara. Et la France en arrière. La France, pour des raisons géopolitiques, son problème, le Burkina n'est pas un pays riche, donc il n'est pas intéressant économiquement, mais Sankara est un danger pour toute la région. Les dirigeants des pays voisins ne voulaient plus que Sankara vienne dans les capitales, ils le recevaient dans les villes de province parce que c'était des manifestations monstres pour le soutenir. Donc il était dangereux et il donnait l'exemple de ce qu'il faut faire. Il a été comment dire, exfiltré des dirigeants de la CEAO, la compagnie, la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, pour corruption. Il les a pris, il les a fait juger au Burkina Faso. Il était dangereux pour tous les dirigeants corrompus. Donc voilà un peu comment. Alors, je pense que j'ai répondu sur l'assassinat de Sankara, les liens entre Blaise Compaoré. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que j'ai répondu. Houphouët-Boigny, son implication est claire. Il y a un témoin qui explique qu'il a envoyé de l'argent. Il y a eu une campagne de traque dont le seul objectif était de monter Blaise Compaoré contre Sankara, en accusant, en insultant Madame Sankara et en s'insultant les uns les autres sans aucun contenu politique. C'était des choses pour rien conflit entre les deux, chose que Sankara essaie d'éviter jusqu'au bout, mais il n'a pas réussi. Voilà, donc je pense. Alors, malheureusement, parti unique, élection. C'est intéressant ça, parti unique. Donc pas d'élection, non, pas d'élection. D'ailleurs, ça faisait 3 ans qu'il n'y avait pas d'élection pour Burkina Faso, ça n'a duré que 4 ans de plus, mais les dirigeants des CDA étaient quand même élus localement, qui s'alignent. Bon, il y a tous les discours de Sankara sur les élections, ça vaut le coup d'être lu, parce que vous savez aussi comment se déroulent les élections en Afrique, j'imagine, et je peux vous parler en long en large de celle qu'on a eu au Burkina. Pas d'élection, mais Sankara avait demandé c'est un de ses collaborateurs qui me l'a dit, à étudier la possibilité d'organiser l'élection. Ça a été reculé parce que les problèmes politiques c'était pas la priorité, mais c'était pas quelque chose qui les tuait. Et parti unique, c'est lié d'ailleurs. Sankara, à la fin, voulait créer un parti unique. Il voulait créer un parti qui regroupe toutes les tendances révolutionnaires. C'est la dernière période qui a créé tant de conflits entre les uns et les
les autres, puisque justement ceux qui ont soutenu Blaise Compaoré, c'était ceux qui s'affichaient comme les critiques de gauche et qui, en 1 ou 2 ans, se sont convertis en de bons libéraux et qui accusaient Sankara d'être un réactionnaire, un réformiste qui trahissait la révolution, etc. Vous voyez, c'est ça qui s'est passé. Et lui, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait d'abord un parti de type nouveau, c'est-à-dire qu'il disait qu'il fallait que les sensibilités s'expriment, et il allait, lui, chercher, parce qu'il y avait plus que 3 ou 4 organisations d'extrême gauche, d'autres s'étaient créées. Enfin, lui, il voulait que tout le monde se mette ensemble, il avait travaillé à faire un texte, c'est ce qu'il voulait, et c'est ce que les autres ne voulaient pas. Ceux qui émettaient des critiques de gauche pour devenir des libéraux bon teint, eux, ils disaient qu'il fallait au contraire continuer à purger. Il fallait purger, il fallait encore en mettre dehors, que eux c'était les puristes, etc. Et ces gens-là, ils ont fait alliance avec Blaise Compaoré, c'est une alliance conjoncturelle très tactique. Blaise Compaoré, lui, il savait déjà qu'il voulait mettre fin à la révolution, et il savait probablement que les gars qui avaient leur discours d'extrême gauche, ils iraient pas très loin, et ceux qui ont refusé justement le passage au libéralisme, ils ont été tout simplement assassinés. C'est-à-dire, après la révolution, il y a des dirigeants d'extrême gauche qui ont soutenu Blaise Compaoré en pensant que c'était une amélioration de la révolution, ont été assassinés. Donc c'est ça qui s'est passé. Et donc on était 4 ans. Donc, Sankara, je pense, formellement, n'était pas opposé aux élections, mais c'était pas à l'ordre du jour. Mais il avait eu, parce qu'il entourait certainement ses critiques, et il y avait en tout cas réfléchi. Sur l'Algérie, je suis assez... je ne peux pas trop vous dire, je sais que l'Algérie a aidé un peu la révolution, mais je ne sais pas dans quel... il y a d'ailleurs sur le site, je crois, des interviews qui viennent de journaux algériens. Hein. Je ne peux pas trop vous en dire plus. Alors, pourquoi le peuple en armes? Bon, vous avez quand même des postes 68 arts qui théorisent cette révolution, donc il y a un peu cette idéologie du peuple en armes, etc. Mais il y a quand même, en tout cas de la part de Sankara, très, très sincèrement l'idée que, même s'il dit qu'un militaire sans formation politique, d'abord il dit un militaire sans formation politique est un assassin en puissance, il y a l'idée très forte encore en lui qu'il ne faut pas qu'il y ait que des militaires qui aient des armes dans ce pays. Donc ils ont un rôle, et c'est quand même l'essentiel des militaires qui ont été au front, mais semble-t-il des militants CDR, mais il y avait cette idée effectivement de lutter. Le Burkina était, à part le Ghana, était entouré de pays hostiles, en tout cas la Côte d'Ivoire et le Mali. Le Mali a même eu une guerre donc il faut éclaircir les circonstances pour une bande de terre, et Sankara a accepté tout de suite les négociations et le verdict de la Cour de la Haye sur... voilà. Donc il y a cette idée du peuple en armes, c'est lui qui doit défendre, et il y a cette phrase que je vous ai lue, hein, il n'est pas question que c'est le peuple qui doit défendre sa révolution, c'est pas l'armée, l'armée étant un instrument et imprégné dans le peuple, mais l'armée était amenée à produire, elle faisait l'encadrement, elle avait ce rôle de militaire, et puis elle avait, donc vous voyez, l'armée n'était pas gagnée à la révolution, puisque on trouverait toujours des officiers pour y mettre fin. Alors, parti sankariste, je pense que c'est la dernière question de la série que je n'ai pas répondu. Donc l'isolement, oui, l'isolement, parce que les gens disent que Sankara, il ne voulait pas être aidé, c'est archi faux. Sankara passait son temps. Chaque fois qu'il avait un ami qui venait, où il demandait, tu ne peux pas me trouver un chef d'entreprise qui ne peut pas m'aider à faire une usine, c'était quelqu'un de très pratique. Hein. Il est capable de vous faire des discours théoriques, des discours synthétiques, mais c'était son quotidien. Son quotidien, c'était ça. Et en permanence, oui, il y a des phrases où, il y a des images marrantes où on le voit demander un avion à Mitterrand. Enfin, c'est pas vrai qu'il ne voulait pas d'aide, mais c'est vrai qu'il ne veut pas de conditions. C'est la raison pour laquelle, avec Kadhafi, il a fait des discours pour défendre les Libyens très importants. Et il s'est aliéné toute une partie de la classe politique française en faisant ça. Et il y a eu un clash sur le Tchad où il n'était pas d'accord. Bon, c'était la période où il y a eu la guerre au Tchad, il y a eu des histoires, il y a eu des volontés de Kadhafi de mettre la main sur cette révolution. Et pour Sankara, il n'en était pas question. Donc il y a eu un clivage avec Kadhafi. Isolement, donc les pays soviétiques, les pays socialistes, c'était loin, probablement c'était pas dans leur zone géographique, et ils préféraient se concentrer soit sur Cuba, dans la mesure où ils le faisaient, etc., mais pas créer de nouveaux conflits, etc. Enfin, ils avaient une attitude très géopolitique, les pays socialistes, hein. Voilà, donc très déçus, ils y croyaient, hein. Sankara, il croyait. Alors, je crois qu'on m'a posé une question sur le Parti communiste aussi.
Donc à ce moment-là, j'étais. Je pense que le Parti communiste, c'est Dominique Vidal, hein, je ne sais pas si ça dit quelqu'un, il était en fait à cette époque-là il dirigeait la rubrique internationale à l'hebdomadaire Révolution, qui était un hebdomadaire du Parti communiste, et il avait été, je crois, un des dirigeants des jeunesses communistes au niveau international. Et c'est lui qui m'avait demandé d'aller voir, mais au niveau du Parti communiste, je ne sais pas si on avait très conscience. Après, il m'a fait intégrer ce qu'on appelle, je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, mais j'ai fréquenté pendant un certain nombre d'années, voilà, la Polex, où j'allais aux réunions sur l'Afrique, etc. Donc c'est une des raisons qui m'a fait quitter le Parti communiste. Hein. C'était Maxime Mamex à l'époque. Bon, mais il y avait mais quelque chose que je conçois très bien. Il y avait cette idée que c'est le Parti africain d'indépendance qui nous dit ce qu'on doit penser. Donc je comprends bien. Moi-même, j'ai rencontré les gens du PAI dans les clés des civilités, et j'avais, au sortir de cette révolution, j'avais quand même un point de vue très critique sur Thomas Sankara. C'est le travail qui m'a fait un peu rebouler tout ça, y compris même que les dirigeants du PAI reconnaissent aujourd'hui avoir fait des erreurs, en tout cas pour ceux que ça intéresse, j'ai beaucoup de choses à dire. En tout cas, il y a eu un problème, je m'en rappelle, très, très concret, parce que moi, j'ai servi l'intermédiaire. Hein. Sankara m'a reçu très clairement parce que j'étais communiste et voulait que je fasse passer un message au parti communiste. Et donc ils ont été déçus parce que je n'ai pu faire qu'un article dans la Révolution, même si j'ai rendu compte de mon travail je ne m'en rappelle plus, mais sans doute j'ai été reçu au responsable Afrique. Mais il y a eu un problème qui s'est posé à ce moment-là, c'est qu'il était question, je m'en rappelle un peu de mémoire, hein, c'était juste après la prise du pouvoir, il y a eu un voyage de Georges Marchais en Afrique. Et Sankara aurait voulu que Georges Marchais vienne au Burkina. Et ça ne s'est pas fait parce que le voyage était programmé, il y a d'autres priorités, je ne sais plus quel pays c'était, mais des pays avec qui le PCF avait plus de rapports. Voilà. Mais donc il y a eu toujours. Moi j'étais à la Polex, très sincèrement j'étais déçu de comment on analysait, c'est-à-dire que moi je faisais des rapports moi j'allais sur le terrain, et c'est vrai que j'avais des gens j'avais l'impression qu'ils. Enfin, je ne sais pas, je n'étais pas satisfait, quoi, je vous dis sincèrement, de l'appréhension qu'ils avaient de la réalité. Hein, voilà. Mais bon, je pense qu'en même temps, je ne peux pas nier cette solidarité avec le Parti africain d'indépendance, qui est tout à fait naturel et normal. Et il fallait, parce qu'ils étaient en danger quand même, physiquement. Hein, il y en avait qui étaient en prison, mais Sankara qui était intelligent, il savait ménager la chair et le chou. Les plus compétents, il les avait pris avec lui pour travailler. Et les plus virulents, il les mettait en prison. Il les manœuvrait, ce qu'on appelait manœuvrer. On peut parler des choses un peu moins de cette révolution, c'est-à-dire on leur faisait faire des ponts, enfin des exercices militaires, c'est l'humiliation un peu, hein, c'est des choses qui ont existé contre les dirigeants de ce parti. Mais fondamentalement, il n'y a pas eu ce. Bon, après, maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que pendant 25 ans ou 20 ans, les communistes se sont peu intéressés, si ce n'est parfois des communistes qui allaient faire des déclarations d'allégeance à Blaise Compaoré, pas allégeance, mais en disant des choses bien. Et effectivement, depuis 2-3 ans, il y a des nouvelles personnes qui dirigent la police sur l'Afrique, et là on est en phase, ils ont compris, on a beaucoup discuté, hein, ils ont compris l'importance de cette expérience. Aujourd'hui, le parti a des rapports avec le parti sankariste, donc on va en discuter, a des rapports soutenus. Il va venir au Congrès, le dirigeant du principal parti sankariste va venir au Congrès du Parti communiste, et de Sankara, il va payer son billet, donc lui, il trouve que c'est important, et il a été invité. Donc, vous voyez les rapports, mais ça date de 2 ans. C'est le changement qu'il y a eu il y a 3 ans, là, je ne sais pas quoi c'est plus. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, oui. Alors le parti sankariste, c'est très complexe, parce que, en fait, les partis sankaristes étaient très populaires quand ils étaient semi-clandestins. Et ils représentaient, aujourd'hui, et ça c'est l'intelligence du pouvoir politique, c'est qu'ils ont réussi à mettre dans la population, les partis sankaristes se sont intégrés à la vie politique, et sont comme les autres. Or, en Afrique, et ça c'est très important à comprendre, en Afrique vous avez une couche de la jeunesse, toujours les mêmes, beaucoup d'étudiants, surtout des étudiants qui n'ont rien à perdre, parce qu'ils ont une vie qui correspond au prolétaire, c'est-à-dire, même s'ils ont la différence, c'est qu'ils savent qu'ils ont des études, ils vont valoriser un peu. Mais tous les jours, ils mangent, ils cherchent à manger, quoi. Moi je me rappelle avoir fait ce qu'on appelle un grain, c'est-à-dire le soir, vous buvez du thé, et en 11h je leur dis, mais on ne va pas manger ce soir, on ne mange pas. Ils ne mangent pas, quoi, le soir. Ils font un repas. Donc vous avez une jeunesse comme ça, très admirative de Sankara, malheureusement un peu trop schématiquement, c'est-à-dire chacun pensant que c'est une partie de plaisir, ou alors on va
va mettre tout le monde en prison, on va les taper, enfin, vous voyez. Mais ça existe simplement. Et donc, les partis sankaristes sont dans un jeu difficile. Il y en a plusieurs. Hein. Leur plus grosse difficulté, c'est qu'ils se bagarrent pour des querelles de personnes, hein, fondamentalement entre eux. Et donc, les gens voient ça et disent c'est pas possible qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Je me rappelle, la première élection législative, tout confondu, ils avaient 25% des suffrages exprimés, en sachant qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui votaient, mais donc il y avait un espoir. Et là, ils n'arrivent pas. C'est vrai que parce qu'on parle, ils n'arrivent pas. Il y a un jeu politique qui sait que c'est très bien. Il connaît très bien son pays, il balance de l'argent par-ci, il crée des scissions, enfin, vous voyez, et il crée des conflits entre les gens. Et voilà, il y a un problème de formation politique aussi. C'est un peu compliqué. Alors, il y a un problème qu'il faut que je soulève un petit peu, c'est celui des syndicats, parce qu'on est à peu près dans le même schéma aujourd'hui. Le syndicat, la CGT au Burkina Faso, la CGTB, qui a de très bons rapports avec la CGT en France, est dirigé par des gens qui se réclament du Parti communiste révolutionnaire monténégrin. Enfin, ils se réclament pas, les dirigeants de ce syndicat ne s'en réclament pas, mais ils le sont. Moi, je peux vous affirmer qu'ils le sont. Si vous voulez, je peux vous en parler longtemps. Et on est confronté à un problème, c'est-à-dire que eux, ils ont réussi à créer des organisations de masse, ce que savent très bien faire les communistes, qui contrôlent une bonne partie du mouvement social, c'est-à-dire que quand eux appellent à manifester, ils arrivent à faire des manifestations en tant qu'étudiants parfaitement bien encadrés, où il y a plusieurs milliers de personnes. Quand ils appellent à manifester dans la rue, ils sont plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers, je ne sais pas exactement, etc. Ils contrôlent le mouvement burkinabé des droits de l'homme, d'autres organisations, tous les anciens dirigeants étudiants se recyclent là-dedans, mais dès qu'il y a un affrontement politique avec le pouvoir, ils ne sont plus là. Et quand les partis sankaristes ont appelé, vous savez qu'en 2011, il y a eu une grande révolte populaire, les dirigeants de ces syndicats ont refusé de faire des manifestations plus politiques, ils ont fait des manifestations, etc., où il y avait plusieurs dizaines de milliers de personnes, bien encadrées, etc., comme on les voit en France. Mais quand le parti sankariste a appelé à manifester pour dire Blaise dégage, on était dans la période des révolutions, il y avait 2000 personnes. Et les dirigeants de ces syndicats ont appelé à ne pas aller dans ces manifestations. Vous voyez un peu la difficulté du... Et donc on se retrouve avec cette difficulté. Donc le Parti communiste révolutionnaire voltaïque, c'est la seule organisation d'extrême gauche qui a refusé de s'engager dans le processus révolutionnaire, parce que c'est un parti très ancien, sous prétexte que c'était un coup d'État putschiste, etc. Et qui ont... Alors ils ont été aussi emprisonnés pendant la révolution, hein, parce que c'était les seuls qui avaient une existence, qui avaient des militants formés. Voilà, et Sankara a plusieurs fait des démarches pour les associer au processus et ils ont toujours refusé. Et aujourd'hui, ce parti, qui probablement pas très bien structuré, mais qui a une influence, vous allez voir des militants extrêmement aguerris, etc., qui vous tiennent de très bons discours, et dès que vous parlez de Sankara, vous allez avoir un retrait, c'est un bon patriote, etc., etc. C'est un patriote, c'est dans la bouche des communistes, ça veut dire c'est comme Nasser ou Kadhafi ou n'importe quel dirigeant, voilà, que j'ai entendu chez un historien communiste, malheureusement il n'est pas là, il y a à peine un an, c'est pour ça que je demande aux communistes de s'intéresser un peu plus. Sankara n'est pas un patriote, c'est un révolutionnaire. Alors, bon, maintenant on peut travailler sur le contenu qu'on met à ce moment-là, mais c'est un patriote évidemment, mais c'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça. Bon. Encore 15 minutes. J'ai une petite question. Moi, je ne connais pas trop bien Sankara, mais je me suis aperçu qu'il était quand même relativement engagé dans le mouvement des non-alignés. Et j'ai vu quelques discours où ils avaient quand même pas mal pour soutenir la Palestine. J'ai vu qu'ils prenaient violemment à partie, par un moment donné, l'Afrique du Sud, de l'apartheid. Mais bon, je ne dois pas connaître assez, mais dans les extraits que j'ai vus de ces discours, ils ne parlent pas du tout de Mandela. Parce que... Ah, vous voulez dire qu'ils ne demandent pas la libération. Oui. Je n'ai pas d'explication à ça. Ouais. Je pense que... bon, il y a des choses qu'on a connues, mais sans pas... Mais sinon, tu peux dire un petit peu aussi l'engagement international. Bah, tu l'as dit, en deux mots, il n'y a pas seulement... bon, c'est un des plus féridants. Il l'a fait au monde allié, mais il l'a fait à l'ONU. Il disait son discours à l'ONU. Avec le discours pour les femmes, c'est le plus beau de ses discours. Et les plus travaillés, les plus construits, les plus consistants. Et en permanence, il a deux ennemis principaux, c'est
c'est Israël et Afrique du Sud, et en permanence, il accuse les pays occidentaux de les soutenir, et c'est inadmissible. Il se fait aussi des ennemis de ce point de vue-là. Mais bon, il a aussi, par exemple, dans un discours de non-aligné, c'est la période des sandinistes au Nicaragua, il demande aux non-alignés de soutenir un peu plus le Nicaragua qui est en lutte avec les contrats. Enfin, il a des discours très engagés. Et avant de se faire assassiner, il commençait à créer des discussions. Il y avait des discussions. C'est pour ça que le fait qu'il parle pas de Mandela, j'ai pas d'explication, mais c'est vrai qu'il ne voulait pas la libération, mais je pense pas que ça soit très important. Il avait commencé à organiser des discussions entre les Blancs et les Noirs et l'ANC. Enfin, à Ouagadougou, il y a des discussions qui ont commencé à se faire. Il a fait des choses symboliques en disant nous on n'a pas d'armes, mais on va vous donner 10 fusils mitrailleurs à l'ANC. Enfin, il y a tout un travail. Et puis